Bien, merci de prendre place, s'il vous plaît. On va se présenter chacun à notre tour. Donc, on part de Josiane, qui est tout au bout là-bas, un micro qui balade. Oui, bonjour. Moi, je suis donc effectivement Josiane Bezaz. J'ai donc une formation d'éducatrice spécialisée et j'ai notamment travaillé au Centre d'observation et de rééducation de Chevilly-Larue et dans d'autres établissements ensuite. Mais une expérience un peu singulière de début de parcours professionnel. Voilà. Donc moi j'ai un petit peu l'intention d'aborder mon texte. J'ai mis, vous avez dit libérer. Alors effectivement, mon expérience, moi c'est pas l'expérience d'une historienne ni celle d'une sociologue, c'est un éducatrice et j'ai travaillé 17 ans auprès de jeunes filles. Alors j'ai travaillé notamment effectivement à Chevilly-Larue et c'est vrai que c'est important de contextualiser un petit peu ce qui s'est passé avant d'arriver effectivement dans ce parcours. Et c'est vrai que là, par rapport à ces jeunes filles, quand j'ai travaillé 6 ans à Chevilly-Larue. Et donc, dans ces 6 ans, il faut savoir que déjà dans cette période, et si on essaye de resituer, on était dans une période où le contexte, la croissance démographique était quand même une priorité en métropole, je dis bien en métropole. La loi Lucien Neuwirth, elle n'était pas encore passée sur la contraception et la régulation des naissances, et elle ne sera adoptée qu'en décembre 67. Mais au moment où elle a été adoptée, c'est pas pour autant qu'elle a été appliquée. C'est-à-dire qu'elle a été appliquée, les décrets sont arrivés de 69 à 72. Donc des restrictions existaient aussi. Les mineurs devaient demander l'autorisation écrite des parents. Ça, c'était quand même quelque chose de problématique. Et ce qui était aussi problématique, dont on se souvient peut-être pas forcément, c'est que les médecins pouvaient faire obstacle pour des raisons tout à fait de convenance personnelle et de conscience, ce qu'on appelait la clause de conscience. Donc, il faut aussi rappeler que le mouvement français pour le planning familial, qui défendait la libéralisation de la contraception, avait pour principaux adversaires l'Église, l'Ordre des médecins et le Parti communiste français, dont la dirigeante Jeannette Vermersch se demandait, je cite, « Depuis quand les travailleuses réclameraient-elles le droit d'accéder aux vices de la bourgeoisie ?» Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important de resituer un peu ces luttes de cette période-là. Et donc dans les années 60, ce qui est important, 60-70, l'État français encourage la contraception et l'avortement dans les départements d'outre-mer, alors que concomitamment, l'avortement est criminalisé en métropole. En 1970, l'information éclate concernant la pratique de milliers d'avortements, de stérilisations pratiquées sur des femmes réunionnaises sans leur consentement, afin de réguler une démographie considérée comme galopante. Et ça, j'ai mis sur la table là-bas un livre, je fais référence à Françoise Vergès, qui a écrit Le ventre des femmes. À cette période aussi, ce que je peux dire, c'est que la période n'était pas à l'empathie ni à la bienveillance. Et on voyait la violence médicale, elle existait de fait dans les hôpitaux. Il était usuel d'entendre des médecins à l'annonce de l'arrivée d'une femme souffrant des suites d'un avortement. « Nous allons lui faire un curetage à vif. Comme cela, elle s'en souviendra. » J'y ai participé, j'ai été témoin de cette période-là, alors que j'étais dans une autre formation plutôt paramédicale. Lors de la visite du patron d'un service avec ses étudiantes, une femme souffrant de symptômes singuliers ou énigmatiques pouvait subir un examen gynécologique par plusieurs futurs médecins. C'était la prévalence des apprentissages au détriment de la patiente, réduite à un sujet d'étude, chosifié en quelque sorte. En maternité, en salle d'accouchement, le climat de sympathie pouvait varier selon l'équipe présente. Les mères adolescentes sont traitées comme les adultes, sans prise en compte de leur grande vulnérabilité. Ça, c'est vraiment
de l'histoire qui s'est vraiment passée à ce moment-là dans les hôpitaux. Alors certes, si mai 68 a permis d'abolir des tabous au niveau de la sexualité, de nombreux garçons utilisaient le slogan de la libération sexuelle pour multiplier sans trop d'efforts des conquêtes féminines. Beaucoup de jeunes femmes de la majorité silencieuse n'étaient pas dupes. Michel Brix, qui est un historien, écrit dans son livre « L'amour libre, brève histoire d'une utopie », l'idéologie de l'amour libre est au service de l'asservissement de la femme et de la satisfaction des fantasmes masculins. Le féminisme a cru pouvoir brandir l'étendard de mai 1968 sans voir que ce moment était l'occasion de révéler les contradictions du libertinage. La promotion de la loi du désir s'accompagne de toutes les dérives possibles, dont la sexualité infantile virant à la pédophilie. Le terme de l'époque, donc on a substitué pédocriminalité. Dans un autre livre intitulé « L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle », Malka Markovic, historienne, évoque: avec cette révolution, les plus jeunes ont été entraînés dans une sexualité prématurée, reconnue aujourd'hui comme violente. Elle donne la parole à des femmes et des hommes qui ont souffert d'un climat d'abus sexuels insidieux ou manifeste. Donc c'est vrai qu'en évoquant tout ça, quand on travaille avec des filles et avec des adolescentes, c'était des questions extrêmement d'actualité, qui étaient vraiment très très prégnantes. Donc il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, donc là, il y a eu le fameux procès de 1978 concernant Marie-Claire Chevalier, qui a été défendue par Gisèle Halimi et soutenue par le mouvement 72, oui, j'ai noté 72, j'ai dit. Non, c'est 72. Voilà. Donc c'est vrai que c'était quand même très très important. Et ensuite, la loi n'a été promulguée que le 14 décembre 1974. Donc moi, dans ce cadre-là, donc quand j'ai travaillé effectivement à Chevilly-Larue, les éducateurs... À ce moment-là, le travail éducatif auprès des jeunes filles, dans ce que l'on nommait à cette période la rééducation, à Chevilly-Larue, on a vu l'arrivée des éducateurs, donc des hommes, mais ça a été une arrivée très timide sur l'ensemble du centre. Les activités sportives étaient encadrées par 2 professeurs hommes. Les religieuses formées ou en passe de l'être cohabitaient avec des éducatrices laïques dans la même situation. Si la structure fonctionne encore en autarcie pour de nombreuses sections, temps d'observation, scolarité interne, formation professionnelle, ateliers pour les jeunes filles, sont de plus en plus scolarisés à l'extérieur. Pour les adolescentes confiées au corps, l'infrastructure est pesante dans son apparence quelque peu carcérale, tout comme le vocabulaire pour désigner l'organisation. Les jeunes vont aux gamelles récupérer à la cuisine centrale le repas de leur section. Elles vont au parloir pour une visite. La cellule, dite chambre d'isolement, est encore utilisée avec des adolescentes violentes. L'établissement est ceinturé de hauts murs, de tessons de bouteilles. La mauvaise réputation de l'établissement perdure à travers le poids de l'histoire, tant auprès du voisinage que de certains services sociaux qui le perçoivent comme l'antichambre de Fresnes. Des garçons rôdent autour du mur de clôture à l'affût. Nous découvrons qu'une jeune fille, fragile psychologiquement, sera vendue à un proxénète par une de ses camarades. Donc c'est un contexte dans lequel on arrivait, nous, jeunes professionnels, dans lequel on a donc travaillé dans ces conditions-là. Alors si nous observons des temps de solidarité de groupe dans le groupe de jeunes, très fréquemment la violence surgit avec son lot de sérieuses bagarres, parfois même de mise à sac d'une section. La concentration d'adolescentes cabossées par la vie produit un cocktail explosif, quelque peu inflammable. Et ça, ce constat, je l'ai fait sur les 17 années où j'ai travaillé sur des groupes avec des adolescentes.
Donc, dans ce climat tendu, on a proposé dans le groupe dans lequel je travaille, la section, puisque ça s'appelait la section, on a proposé d'emmener un groupe de 12 jeunes pour aller faire une expérience de vie dans un milieu ordinaire. On a voulu prouver que finalement, des jeunes que l'on disait inadaptés pouvaient vivre dans un milieu normal. Voilà. Alors à cette période aussi, ce qui se passait, c'est que le travail avec les parents, il existe, mais c'est à minima. En filigrane, pas vraiment énoncé, c'est pas vraiment dit, mais l'idée que les bons éducateurs peuvent se substituer aux parents défaillants est agie. En contrepartie, l'équipe dans laquelle j'interviens s'engage tacitement à suivre le groupe de jeunes filles durant 5 années. Et on l'a fait. 5 années durant, on a suivi le même groupe d'adolescentes, afin d'assurer une continuité de prise en charge. Une autre clause qui était convenue, on n'avait rien signé, mais on avait convenu dans ce projet-là de fonctionner de cette façon-là. Donc on avait convenu d'assurer une présence, notamment le soir de Noël, ainsi qu'à d'autres fêtes importantes. Et les maris et les compagnons des éducatrices participent aux diverses manifestations. Donc là, on a les maris des éducatrices, ce qui normalement, habituellement, était plutôt l'inverse. Donc à cette période, les services de l'orientation scolaire, ils orientent les adolescentes non pas en fonction de leurs résultats scolaires, mais en partant du principe de leur situation sociale. Alors par ailleurs, étrangement, l'influence de mai 68 ne semble pas avoir marqué l'esprit des jeunes. Leur désir de sortir, danser, transgresser, provoquer sont intacts, tout comme leurs aînés. Pas plus, pas moins. Au fil des années, nous voyons arriver les addictions à divers produits selon un tas de souffrances psychologiques. Alors, étonnamment, leurs relations aux garçons sont le reflet d'un schéma classique, fidèle interprétation des contes de fées, avec l'incontournable passage par la SAPC. Ce que j'appelle la SAPC, c'est la salle d'attente des princes charmants. Sur les murs de la SAPC, elles écrivent clairement le profil idéal des candidats, piétinant au passage nos idéaux d'éducatrices féministes que nous essayons de leur transmettre. Idéaux ou mantras basiques qui se résument à les inciter à rester autonomes matériellement, sortir de la soumission aux garçons, gérer leur sexualité et procréation, leur vie, leurs désirs, en bref, de se réaliser. Nous présumons que la modélisation transgénérationnelle à ces communes semble répondre à un besoin de rassurance. Se démarquer d'un schéma suppose d'avoir acquis une solidité affective et une certaine confiance en elles, ce qui est loin d'être leur cas. Dans les années 80, à l'ANPE, ils ont créé des services, des stages de remise à niveau pour des femmes de 40-45 ans, ex-mères au foyer, dont beaucoup en précarité à la suite d'un divorce. Et cet exemple-là, nous nous en servirons pour les aider à essayer d'acquérir cette autonomie. Donc, avant la légalisation de la contraception, l'accompagnement des adolescentes est complexe. Si certaines adolescentes acceptent de mener à terme une grossesse non désirée, d'autres s'y refusent farouchement en recourant à des avortements dans des conditions dangereuses. La directrice donc de Chevilly-Larue, qui est religieuse ainsi que mère supérieure de la communauté, nous formulera la demande suivante. Par conviction, je suis opposée à l'idée d'avortement, mais je vous demande instamment de ne pas laisser une adolescente se mettre en danger grave et attenter à sa vie. Je trouvais que c'était une démarche particulièrement respectueuse. Alors, au risque de l'avortement se greffait parfois pour certaines adolescentes celui d'une tentative de suicide en lien avec la découverte de la grossesse. Cette période fut très difficile à gérer. Nous nous sommes appuyés sur un réseau de médecins bienveillants, le planning familial, le MLAC. Contrairement à ce que nous pensions,
la pilule contraceptive n'a pas eu l'engouement immédiat espéré. Et là, j'ai retrouvé des traces avec un article paru dans un journal qui s'appelle L'Actualité et qui est consacré à un groupe de militantes du mouvement Choisir. Or, elles disent dans cet article, nous tenions des conférences sur la contraception afin de débusquer les mensonges qui circulaient. Les femmes pouvaient entendre dire que la prise de la pilule faisait venir des varices, faisait tourner le sang, abîmait le corps et faisait naître des monstres. Donc, on en était là quand même, hein. Donc c'est quand même une période. Alors pour la petite histoire, ces militantes du mouvement Choisir, originaires de la Vienne, s'étaient surnommées les bonnes sœurs rouges, hein. Donc elles s'étaient formées pour essayer de... elles ont participé à des avortements après une formation avec des étudiants en médecine, etc. C'était une période assez... Alors, les grossesses subies donc, vont s'estomper avec la banalisation de la pilule et autres moyens contraceptifs, laissant une possibilité de choix. Certaines adolescentes hésitaient, répondaient parfois à des prédictions auto-réalisatrices, quand d'autres désiraient un enfant pour combler un vide affectif. Choisir, c'est acquiescer ou renoncer. Pour des jeunes filles qui avaient subi des incestes et des viols, la prise de décision restait un enjeu inextricable. À notre grand étonnement, quelques mères évoquaient ouvertement qu'elles avaient connaissance des viols ou incestes commis par leurs compagnons, père ou beau-père, sur leurs filles. Ces mères justifiaient ces actes par le caractère provoquant de leurs filles, dédouanant les incesteurs. Une mère verbalisait, ça je l'ai vraiment entendu, tant que mon mari courait après ma fille, il n'allait pas voir ailleurs. Cela restait en famille. Pour la petite histoire, pour cette situation, l'adolescente avait accouché toute seule au domicile et avait commis un néonaticide. Et elle était en prison quand on avait été la voir, cette jeune fille, et on avait rencontré la mère qui était on était au café en face, c'était le café On est mieux ici, on est mieux qu'en face, et elle nous avait sorti cette phrase-là, la mère, totalement détendue. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant quand même. Moi, j'avais juste 22 ans, premier poste, c'était quand même assez étrange. Alors, ce qui est important, c'est de penser que clairement, la parole de ces jeunes était mise en doute, déniée. La préconisation d'un suivi psychologique proposé pouvait être acceptée ou catégoriquement refusée. Refus qui pouvait clairement s'entendre, étant donné que le déni, déjà, leur permettait d'avoir une perte de confiance dans l'écoute des adultes. Ça, c'est évident, hein. Alors, il est impossible pour moi de passer sous silence l'initiative originale d'une adolescente qui, dans un souci d'équité, avait décrété que son amie devait participer à la contraception avec une prise en alternance de la pilule. Bizarrement, l'expérience s'acheva sur une grossesse. Donc la méthode est à déconseiller. Voilà. Alors, au gré des conflits mondiaux, des migrations, des jeunes filles sont accueillies dans les foyers. Des adolescentes qui ont vécu une traversée aussi sur les Boat Peoples provenant du Vietnam en 1978. D'autres, enfants d'harkis, de rapatriés d'Algérie. Toutes ont un passé douloureux fait de ruptures, d'indicibles. Nous verrons l'arrivée d'adolescentes issues d'une émigration française peu évoquée, celle des jeunes filles venues en métropole avec leurs parents dans le cadre du BUMIDOM. Donc le BUMIDOM étant le bureau pour le développement intéressant les départements d'outre-mer, chargé d'accompagner l'émigration des habitants vers la France métropolitaine. Les jeunes partaient des DOM, des territoires, des départements d'outre-mer, et on leur offrait un aller simple pour la métropole en leur garantissant qu'elles auraient un travail. Or, quand ils arrivaient en France, c'était pas ça du tout. Notamment, beaucoup de jeunes filles se retrouveront dans des foyers où on les formera aux travaux ménagers. Et toujours dans le livre le ventre des femmes, elle raconte aussi que les jeunes filles, le samedi, devaient s'habiller, se faire belles, parce que les employeurs venaient chercher et choisir parmi elles celles qu'ils allaient embaucher. Donc c'était quand même aussi une période assez singulière.
En 1982 débute l'épidémie de sida qui rend l'accompagnement des adolescentes délicate. C'est une oscillation permanente entre ne pas dramatiser outrancièrement le risque, mais ne pas offrir là un moyen de jouer dangereusement avec ce même risque, ni minimiser. Tagler le sentiment de toute puissance des adolescentes avec son corollaire qui est l'invisibilité de la jeunesse. Les adolescentes toxicomanes sont très concernées comme le reste de la population. Donc l'évolution fulgurante de l'épidémie, dont je ne vais pas revenir dessus, qui a été extrêmement difficile, mais qui a vu aussi une période un peu singulière quand on faisait des accompagnements de jeunes femmes. On avait des médecins qui étaient dans une écoute de grande qualité parce qu'eux-mêmes, ils mettaient de côté leur savoir et ils étaient à l'écoute parce qu'ils apprenaient en même temps que la patiente. C'était donc vraiment une période assez singulière aussi. Donc pour conclure, clairement, l'ironie agrémentée d'un zeste de provocation a présidé au choix de ce titre « Vous avez dit libérer ». Certes, la société a changé, mais le chemin à parcourir pour permettre aux femmes de se sentir authentiquement libres semble encore bien long. Pour comprendre mon propos, il suffit de lire le livre de Laure Dossi, journaliste d'investigation, La réputation ou la fabrique des filles faciles. Elle interroge la situation des femmes dans les quartiers populaires et donne la parole aux habitants de Creil. Résonne dans leur voix le poids des rumeurs et la menace de la réputation de filles faciles pour les adolescentes. Un contrôle permanent qui les empêche de vivre librement. Si le sexisme est partout, il y a des endroits en France où le quotidien des adolescentes relève de l'urgence. Voilà. Alors, de cette expérience, en conclusion, vraiment, de cette expérience éducative riche d'apprentissage mutuel auprès de ces adolescentes, j'aurais une préconisation quelque peu anodine, voire subsidiaire. Interdire la lecture des contes de fées aux enfants. À défaut d'une censure radicale, ne faudrait-il pas penser à en réécrire certains entièrement ? Probable que cette injonction soit la conséquence directe d'un atelier d'écriture improvisé avec un groupe d'adolescentes sur la rédaction de lettres d'amour. Merci Josiane. Patrick ? C'était peut-être juste si Josiane pouvait elle aussi repréciser un petit peu. Moi, ce que je peux repréciser, c'est que sur la partie avant 68 et 68, donc dans une vie professionnelle antérieure, j'ai travaillé effectivement en milieu médical et notamment en maternité et dans les hôpitaux. Et donc, ce que je témoigne, c'est quelque chose que j'ai entendu et vu. Ensuite, l'autre partie, en ce qui concerne les adolescentes, c'est tout un travail que j'ai pu faire effectivement pendant 6 années à Chevilly-Larue, de 1972 à 1978. Donc, c'est pas au niveau effectivement histoire, c'est pas si loin que ça quand même. Ensuite, c'était avec des adolescentes à l'association Henri Rollet, dans un accueil de jour avec des groupes de 15 à 18 jeunes qui étaient en rupture de scolarité. Et comme elles étaient en rupture de scolarité, il y avait l'obligation scolaire, mais plutôt qu'elles soient à la rue et à ne pas être ni au collège ni nulle part, on avait ouvert ce service-là où elles étaient accueillies toute la journée. Et on faisait beaucoup d'activités avec elles pour essayer de leur permettre d'acquérir à nouveau une certaine assurance en elles-mêmes. Donc avec beaucoup d'activités différentes, un peu de rattrapage scolaire, etc. On les préparait aussi à faire des stages de formation chez des employeurs. Donc c'était vrai qu'une période un peu, effectivement, où elles avaient rien, quoi. Elles n'avaient pas de diplôme, elles n'avaient rien du tout. Et il y avait vraiment nécessité de les soutenir. Et on avait des projets, on a beaucoup travaillé des projets qui leur permettaient d'être positives, de réussir. Voilà. Un petit mot sur... Il y a un aspect qui me semble que j'ai oublié d'aborder, qui me semble quand même très intéressant. On a beaucoup reproché aux religieuses de faire du contrôle de la sexualité des filles.
Or, on s'est rendu compte dans le travail d'AEMO qu'on a pu faire que la CAF faisait la même chose d'une façon très différente, avec d'autres termes. Je pense notamment quand les jeunes filles sortaient de centre maternel. Elles sortaient de centre maternel et elles s'installaient dans un studio, dans un logement précaire, et on avait la possibilité de demander, un petit budget pour qu'elles puissent s'équiper au niveau du matériel. Et au niveau du matériel, donc quand on faisait notre demande, on a l'impression qu'on la faisait très très bien, et en fait, on se rendait compte qu'on avait des refus réguliers. Et quand on a demandé pourquoi on avait des refus réguliers, il se trouvait que dans le matériel qu'on demandait d'équipement de la maison, on demandait un lit double. Et on nous a dit, un lit double, non, c'est un lit, une personne. Ce qui voulait dire que finalement, ces jeunes femmes, elles avaient déjà un enfant, elles allaient quand même pas vivre avec quelqu'un en faisant croire qu'elles sont toutes seules, ou éventuellement refaire un autre enfant. En passage, je pense que les enfants, ça se fait pas forcément dans un lit double. Mais on a détourné la loi, et Agnès est témoin, au niveau du service. Parce qu'on a vu arriver sur le marché les clic-clac, les banquettes BZ. Donc, on s'est empressé de dire, les appartements sont tellement petits, madame, faut comprendre. Donc, on a obtenu des budgets et on a obtenu des lits doubles. C'est vraiment des détails, mais ça a une sacrée importance sur l'aspect du contrôle social. Sans compter que l'absurdité de la chose aussi, si on essaye de ramener à la réalité du quotidien quand on est parent, on sait tous quand on est parent, quand on a des petits-enfants, s'ils font un cauchemar la nuit, s'ils sont malades, ils arrivent dans le lit des parents. Et arriver dans un lit individuel avec la maman, je veux dire que il y a des fois du bon sens qui est vraiment, on se demande, il faudrait juste réfléchir, penser vraiment raisonnablement, quoi. Et du côté des enfants, j'en profite rapidement, dans les cabinets de juges des enfants à des audiences, le nombre de fois que j'ai entendu des enfants par rapport à leur famille d'accueil dire « mais j'ai deux mamans, j'ai deux papas », parce que l'enfant, lui, il le vit comme ça. Mais cette parole-là, la parole de l'enfant, elle n'est pas entendue. Elle était entendue, comme le disait effectivement Philippe, c'est tout de suite la rivalité. Et le juge ne reprenait pas ça. Il a mis des années, ça s'est fait, mais ça a mis des années pour qu'on entende la parole de cet enfant qui, lui, vivait très bien d'avoir deux pères, deux mères, même trois mères s'il le fallait, c'était pas un problème. Et ça, je pense que le travail que fait Philippe est sacrément important et d'autres personnes dans ce domaine-là. Alors, il y a, en plus, le gars qui a appelé ses banquettes BZ, c'est un peu bizarre quand même. Mais il y a une question...